Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour François, Bonjour Chloé, comment comment vas-tu? vas-tu? C'est à moi de poser des questions aujourd'hui. C'est vrai, on a inversé les rôles? Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à enregistrer un épisode un peu particulier où tu passes de l'autre côté? Bien, qu'est-ce que je ressens? Déjà, je me sens en confiance parce que je le fais avec toi. Ok. Et puis qu'au fil du temps, on a développé cette complicité au micro et le fait de préparer les différentes émissions qu'on a pu préparer ensemble, voilà, je suis en zone de sécurité, je suis à l'aise, etc. Ensuite, je trouve ça amusant. Ouais, moi aussi. Tu vois, de se retrouver de l'autre côté du micro. Et puis, bah voilà, je suis impatient de vivre cette expérience avec toi. Mais tout pareil, tu vois, je me suis rendu compte que c'était pas si simple finalement d'être de l'autre côté, du côté hôte du podcast, de réfléchir à ce que les auditeurs, les auditrices ont envie de savoir, ont envie d'écouter. Et je suis très honorée que tu m'aies demandé de le faire et hâte de savoir un petit peu ce que je vais découvrir moi aussi sur toi aujourd'hui. En tout cas, merci. Avec plaisir. Alors du coup, première question assez évidente, hein, les auditeurs, ils te connaissent, ça va faire 4 ans que tu es dans leurs oreilles régulièrement, hein, parce qu'il y en a un certain nombre d'épisodes qui sont sortis en 4 ans. T'as pas chômé. Et en préparant le podcast, je me suis demandé ce qu'ils savaient de toi, finalement, les auditeurs. Alors j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu, et je me dis que bah il y a pas mieux que toi pour parler de toi et de qui tu es. Donc je vais te demander ce que tu demandes à tes invités d'habitude, à savoir de te présenter. Même si on ne te présente plus finalement, j'aimerais que tu te présentes quand même ce que tu fais et que tu nous dises aussi ce qui t'anime dans la vie aujourd'hui. D'accord. Bah, déjà, je suis Bélifontain. Je suis originaire de Fontainebleau. Mhm. Et pourquoi c'est important pour moi, c'est que j'ai eu la chance de vivre toute mon enfance à côté de la forêt de Fontainebleau et que cette forêt a été mon terrain de jeu. Je montais à cheval, etc. J'ai des parents qui ont toujours vécu très proche de la nature, avec des chevaux, des chiens, etc. Donc, cette connexion avec la forêt a toujours été quelque chose d'important et ça fait partie de mon ancrage, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je vois, j'habite en pleine forêt et c'est vraiment là où je me ressource, je me régénère. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et vital pour moi. Euh, Parcours scolaire catastrophique. Euh, du fait que mes parents m'ont retiré de l'école quand j'étais en seconde. Donc l'école, pour moi, était un terrain de jeu avant tout, et non un terrain où je pouvais apprendre des choses. Quoique ça dépendait des professeurs, et je pense que Et ça, ouais, c'est important. Donc je si pense les que c'est profs étaient important. intéressants, passionnants, bah, ça changeait tout. Euh, Mon père m'a fait travailler dans son entreprise qui était du paysagisme, donc tu vois, rien à voir avec le tourisme. Et puis, j'ai gagné mes premiers salaires. Je suis parti en Espagne et je suis revenu et j'ai dit à mon père, je veux travailler dans la restauration et l'hôtellerie. À Mhm. savoir pourquoi. Ouais, tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Et mon père m'a demandé pourquoi et je lui ai répondu, bah, j'ai pas envie de vivre comme tout le monde. Donc voilà, j'ai fait un apprentissage dans un relais château. De là, je suis parti en Angleterre. J'ai vécu 8 ans. Et là, j'ai monté les échelons. J'ai déjà fait pas mal de bêtises là-bas. J'ai fait ce qu'un jeune homme de 20 ans doit faire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, etc. Donc, vu que j'avais pas un parcours scolaire très développé, bah, j'ai fait l'expérience terrain. Donc, j'ai fait tous les services de la restauration. J'ai été sommelier, maître d'hôtel, banquet, etc. Mais j'ai été aussi responsable de la plonge et de la réception de marchandises et des coûts, de la gestion des coûts cuisine, etc. Donc voilà, des expériences bien différentes et variées.
L'Angleterre, c'est génial parce que je veux dire, il y avait cette facilité de visiter le monde sans bouger de Londres. Hein. Il y a cette Mmh. mixité culturelle, etc., qui me plaisait beaucoup. Donc ça, c'était top. Et puis après Moscou, pardon, après Londres, eh bien, je suis parti en Russie à l'époque Mmh. de la fin du communisme. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre un moment historique et de le vivre de l'intérieur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très important pour moi sur les notions. Qu'est-ce qui est important pour les gens? OK. Qu'est-ce que c'est la perte de sens et quel impact ça peut avoir? Qu'est-ce qui se passe quand un système s'écroule? Et quel impact ça peut avoir sur les gens, etc. Et moi, j'ai pu le voir, le vivre, être témoin et être en contact direct avec ça. Et ça, c'était très formateur. Et après ça, je suis rentré en France où j'ai travaillé au Grand Hôtel à Paris. Et puis à l'Intercontinental, j'ai rencontré mon épouse. Et voilà, j'étais directeur adjoint de la restauration. Et après, je suis parti aux Philippines. Ouais, donc là, tu es parti encore un peu plus loin. Ouais, aux Philippines, à Manille. Ça, c'était incroyable. Je pense que c'est le meilleur pays pour découvrir l'Asie comme premier pays, dans le sens où il y a cette proximité avec la culture européenne. Donc, ils ont été occupés pendant 400 ans par les Espagnols. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a eu l'influence américaine. Donc, tout le monde parle anglais. Donc, c'était sympa. Et puis, c'est des gens fantastiques. Je veux dire, moi, j'étais choqué. Je me souviens, ma mère m'avait dit, c'est quoi ta première impression? Je dis, bah, quoi, je veux dire, ils ont tous le sourire. Venant de Mmh. Paris, évidemment, c'est un peu choquant, quoi. Je veux dire. Tout à fait choquant. Donc voilà. Et puis après Manille, bah, j'ai quitté pour prendre un poste de directeur général en Polynésie, à Bora Bora. Et puis là, c'est là où j'ai pris vraiment conscience de l'impact du tourisme et comment Mmh. j'avais été formaté, et l'impact du tourisme sur l'environnement et les cultures locales. Et j'ai eu la chance d'avoir une rencontre avec les baleines qui était absolument fantastique. J'ai été nager avec elles, je les observais, etc. J'ai pris des photos, enfin j'ai fait pas mal de trucs. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir faire ça, et donc ça m'a posé des questions. Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Donc avec mon épouse, on est parti 1 an et demi à travers le monde. Dans les expériences, on a fait l'Himalaya, lune de miel. Je déconseille lune de miel en trek, mais par contre l'Himalaya, je conseille, c'est très joli. Mmh. Si j'ai fait un centre de recherche, j'ai fait un stage dans un centre de recherche sur les orques en Amérique du Nord. OK. Euh, j'ai été plongé avec les requins taureaux à l'île Maurice. J'ai été faire un safari au Kenya, enfin, etc. Et puis, c'était à l'époque du 11 septembre, hein, donc c'était quand même quelque chose d'important parce que ça a mis le monde de l'hôtellerie quand même au ralenti. Donc, ça a remis en question ce que je voulais faire. Et puis, j'ai pris du temps à trouver un boulot et je suis parti aux Maldives parce qu'il y avait un scientifique dans les effectifs de l'hôtel. Et on a ouvert les premiers laboratoires marins dans un 5 étoiles aux Maldives. Et ça, pour moi, c'est une de mes grandes fiertés parce que c'était l'opportunité d'avoir un impact, d'essayer de limiter son impact ou d'avoir un impact positif sur la destination en la préservant, mais aussi d'avoir un impact positif sur les gens, et puis sur les communautés locales, sur les clients, etc. Et puis, c'était vachement valorisant, quoi. Je veux dire, c'était pas juste l'histoire de remplir des champs. J'ai fait la même chose ensuite en Indonésie. Et puis après, je suis parti en Thaïlande, où là, j'ai été vice-président, responsable de 3 hôtels, à Phuket, à Koh Samui et comment dire, au Laos. Des hôtels complètement différents. Hein. Et puis voilà, et puis j'ai tout plaqué. Pour justement des questions de sens. J'avais besoin de redonner du sens à ma vie. Et donc voilà, aujourd'hui, je fais ce qui m'anime. Je me suis formé au nouveau modèle économique durable, à l'intelligence collective. J'ai fait des ateliers, j'ai pris des gamelles, etc. Et puis le Covid est arrivé et j'ai eu la chance de pouvoir créer le podcast expérientiel. Et puis là, si je me suis senti utile à ma place. Et aujourd'hui, bah voilà, ce qui m'anime au quotidien, c'est de transmettre. Mmh. C'est pas de donner des leçons, mais c'est de transmettre différentes visions, différents regards, différentes perceptions des choses. Moi, quand j'ai lancé le podcast, j'avais un regard quand même assez fermé, et ce podcast me l'a ouvert.
C'est-à-dire que je me rends compte que c'est pas si facile que ça de faire du tourisme durable. Ensuite, il y a différentes définitions du tourisme durable. Il y a différentes parties prenantes impliquées dans cette transformation et que bah, c'est notre responsabilité à tous. Et puis, bah, on fait à notre humble mesure. On fait ce qu'on peut de notre mieux. Alors, il y en a qui le font avec sincérité. Et je pense que c'est ça le plus important, même si c'est des petits pas. Et puis voilà. Et donc, bah, ça fait 4 ans que ça existe. On attaque la 5e saison. Et c'est excitant. Et puis voilà, voilà, grosso modo, qui je suis, quoi. Waouh! Ça en fait des infos et des expériences. J'ai énormément de questions subsidiaires du coup à te poser. Je sais plus dans quel ordre aller, mais Vas-y. euh, du coup, si je résume, enfin, je vais pas résumer, mais si je comprends bien, c'est aux Philippines que tu as eu ton premier déclic, si j'ose dire, sur l'impact du tourisme sur les populations locales et l'environnement. C'est là où Non, tu c'est t'es plutôt à dit Bora Bora. à Bora Bora. Ouais, c'est vraiment à Bora Bora parce que quand je suis arrivé à Bora Bora, je venais plus de 11 ans à avoir travaillé dans des grandes villes, dans des Ouais, capitales. Et donc, je m'étais complètement déconnecté de la force de la nature. Et quand je suis arrivé à Bora Bora, 15 jours après que je prenne le job, il y a une tempête tropicale. Et on me téléphone à 3 heures du matin, on me dit, directeur, il y a une tempête tropicale. Et moi, pour moi, une tempête tropicale, on a eu des typhons à Manille, ben, on reste à l'intérieur et puis voilà, tout va bien, on quoi. attend que ça passe, quoi. Mais mon épouse qui m'a dit qu'est-ce qui se passe, je lui raconte et elle me dit bah, tu devrais peut-être quand même aller jeter un coup d'œil. Et là, j'ai ouvert la porte et la pluie était complètement horizontale. Et j'ai été dehors et là, j'ai cru que j'allais perdre tous mes bungalows sur l'eau, etc. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que j'avais oublié que j'étais déconnecté de la force de la nature et que je l'avais d'une certaine manière un peu ignoré, mise de côté, et qu'il fallait que je remette ça au centre de ma réflexion. Donc c'est là que ça a été vraiment un moment déclencheur très important pour moi. Ok. Et donc du coup, suite à ça, tu prends un autre poste du coup avec ce laboratoire. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est assez intriguant. C'est vrai que c'est des projets qu'on n'a pas ouais. l'habitude de rencontrer. Ben, déjà, moi, tu vois, la notion de sens était importante. Donc, déjà, je cherchais un boulot qui fasse sens et qui soit aligné avec la cause qui m'était importante à cette époque, qui était la cause environnementale et surtout la vie marine. J'avais été touché par des baleines, j'avais été touché par la plongée, etc. Et donc, pour moi, c'était quelque chose qui m'avait vraiment touché en plein dans le cœur et qui reste gravé toujours aujourd'hui. Donc j'ai pris du temps à trouver un boulot et il y avait quand on m'a proposé ce boulot et qu'il y avait ce scientifique et qu'il y avait déjà un programme de régénération sur le corail suite au phénomène El Niño et le blanchiment du corail, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc on a été là-bas et j'ai pris ce job pas par rapport à la marque ou quoi que ce soit, pas par rapport aux Maldives, mais par rapport vraiment aux scientifiques, quoi. Et c'est marrant parce que moi, gamin, j'ai été bercé par les documentaires du commandant Cousteau. Et j'ai toujours pensé qu'un gamin qui sort du décrochage scolaire et le monde de l'exploration scientifique, etc., bah, ça allait jamais se rencontrer, ces deux mondes-là. Tu vois, c'était impossible. Et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé au contact de scientifiques, ok, sur les tortues vertes, la migration des tortues vertes, avec un programme de satellite pour voir justement ce qu'elles faisaient. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller plus loin et j'ai proposé, et c'est marrant parce que des fois, je pense que c'est une question de, comment dire, d'alignement, mais aussi de destin. Bien, il y avait un scientifique, un propriétaire d'hôtel et un directeur d'hôtel qui étaient alignés et qui avaient la même vision, qui partageaient la même vision, et on a décidé ensemble d'ouvrir ce laboratoire. Ce laboratoire marin, l'objectif, c'était déjà de préserver l'environnement, parce qu'à la fin de la journée, les gens viennent aux Maldives pas pour l'hôtel, mais pour la beauté naturelle de cet environnement. Donc ça, c'était Mm. très important. Numéro 2, c'était aussi de transmettre. Transmettre aussi bien à nos clients qu'à nos salariés, etc. Et c'était gratuit et les salariés pouvaient s'impliquer dans les projets scientifiques s'ils le souhaitaient de manière volontariat. Donc ça, c'était super. Et donc, ça a été quelque chose d'extrêmement nourrissant humainement. C'est-à-dire vraiment, tout le monde a appris quelque chose à sa hauteur. C'était pas quelqu'un qui venait en sachant.
Et donc, on pouvait tous interagir par rapport à ça. Et on l'a fait pas parce qu'on voulait développer une nouvelle niche commerciale, on l'a fait parce que ça faisait partie de nos valeurs. Et OK. ça, c'était très important, tu vois. Et je dis toujours que, parce que j'ai fait la même chose en Indonésie, et c'était plus sur la faune et la flore tropicale, que la plus belle récompense de ma carrière, c'est le jour où j'ai appris que mes salariés retournaient dans leurs îles ou dans leurs villages et devenaient initiateurs de projets de préservation de leur culture et de leur environnement. Et OK. là, je me suis dit qu'en tant que dirigeant, j'avais fait mon job, tu vois, Incroyable. de Oui. transmettre, d'élever le niveau de connaissance, etc. Et je trouve que ça, c'est vachement important, quoi. Donc, pour moi, les Maldives, c'est gravé à jamais dans mon cœur. C'est quelque chose qui j'ai vécu où j'étais vraiment complètement aligné avec ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, quoi. J'étais épanoui. Voilà. Bah, c'est l'essentiel, on est bien d'accord. Et du coup, tu parles beaucoup de la notion de sens, d'abord de la préservation de la vie marine, de l'environnement. Tu as parlé de transmission énormément aussi, qui est rattachée, si je comprends bien, au sens, hein, pour toi. Transmission, formation. Heu, j'imagine et on voit bien que ce sont des notions, notamment le sens, hein, qui évoluent au cours d'une vie puisque forcément, on a de nouvelles expériences, on a de nouveaux prismes et de nouvelles perspectives. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi remettre du sens? Parce que c'est souvent ce qu'on entend dans les podcasts, remettre du sens, réinjecter du sens, du vivant aussi, notamment dans les organisations, professionnelles, si on ramène ça, à nos cadres de vie, occidentaux actuels aujourd'hui et surtout comment toi tu souhaites aujourd'hui transmettre? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre et à qui? Alors je sais que c'est une question un peu longue, c'est Ouais, 3 ouais. questions en une, mais comment quoi et à qui en fait finalement? Mmh, mmh. Et surtout, pourquoi? Et surtout pourquoi? Il y en a 4. Ouais. J'y venais, mais oui, tu as raison, il y en a 4. Ben, le pourquoi, pour moi, la notion de sens, c'est le point d'ancrage. Euh, j'ai remarqué que justement, si on revient à l'histoire des Maldives, c'est que ce laboratoire marin, tout à fait naturellement et de façon involontaire, avait créé du sens pour l'ensemble des salariés. Mmh. Et pas seulement sur l'hôtel, mais à l'extérieur de l'hôtel, la maison mère, etc. Et pour les clients. C'est-à-dire que on n'allait pas dans un endroit où on n'allait pas faire un boulot juste pour l'histoire de faire un boulot et de gagner de l'argent, mais on travaillait dans une entreprise qui défendait une cause plus grande qu'elle, qui allait au-delà de juste l'aspect financier, qui s'engageait dans la préservation de la destination, qui transmettait, etc. Et je trouve que le sens, pour moi, est très important. Et je vois dans les entreprises que je peux accompagner que la perte de sens peut être quelque chose de dramatique par moment. C'est-à-dire que ça peut être cause de démotivation, de Mmh. désengagement. D'ailleurs, il y a une étude Gallup l'année dernière qui avait sorti que en France, seulement 6% des salariés des entreprises étaient engagés et actifs dans leur entreprise. 65% étaient passifs et non actifs. Et ensuite, les 25% qui restaient, c'était, comment dire, ils étaient désengagés mais actifs, c'est-à-dire qu'ils challengeaient l'autorité de l'entreprise ou la façon ou son fonctionnement. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, extrêmement important. C'est vraiment de recréer du sens. Et pour ça, bah, c'est pas de le faire moi tout seul en tant que dirigeant, mais c'est vraiment de rassembler ces équipes, de fédérer les gens autour d'un projet porteur de sens où chacun peut contribuer et puis trouver sa place, tu vois. Donc quelqu'un où on peut se sentir utile, exister et pas juste être, comment dire, une machine entre Ouais, guillemets. un peu un pion, dans une Voilà. organisation, qu'on peut remplacer aussi, du jour au lendemain sans aucune, Ouais, considération. tout à fait. Tu vois, par exemple, je donne des cours dans des écoles de tourisme et quand on parle de management ou de leadership, j'aborde le sujet des émotions. Et tous les retours que j'ai quand j'aborde ce sujet-là, ils disent bah, déjà, c'est la première fois qu'on nous parle des émotions. Mmh. La gestion de ses émotions comme la gestion des émotions de ses équipes. Et Ouais. quand je dis la gestion, c'est pas juste gérer, parce que moi, on m'avait dit,
Si tu es le boss, et en plus tu es un homme, donc tu es Superman, tu montres pas tes émotions. Non, là, c'est les comprendre et les intégrer dans sa réflexion et comment faire, etc., tout en respectant un cadre. Et je trouve que c'est important, quoi. Je veux dire, une entreprise, à mes yeux, c'est un être vivant. Mmh. Et la vraie richesse d'une entreprise, c'est les femmes et les hommes de cette entreprise. Moi, je l'ai vu à travers mon expérience de dirigeant. J'ai eu des super idées et j'ai pas eu la capacité de mettre mes équipes autour de ces idées et de les fédérer autour de ça parce que j'étais dans une posture soit de sachant ou un peu d'ego, je suis le chef, etc. Et l'idée n'a jamais vu le jour où ça a été une cata. Ok. Ouais, parce Par qu'ils s'étaient contre, pas engagés, en fait. bon non, ils se sentaient pas concernés, Mmh. ils se sentaient pas impliqués, tu vois. Alors qu'il y a eu des idées qui étaient moins bonnes, vraiment moins bonnes, mais que j'étais dans une posture vraiment d'accueil et d'ouverture d'esprit et de fédérer les gens autour de ça. Et c'est eux qui l'ont fait grandir. Et ils sont tous devenus des ambassadeurs. Par exemple, en Indonésie, on a développé des destinations dînatoires éphémères. À un moment, il a fallu qu'on invente une légende parce que toutes les légendes indonésiennes finissaient de façon absolument dramatique. Et ça n'allait pas mettre les gens dans, dans une ambiance sympathique, agréable, relax en vacances. Donc on a inventé une histoire, mais on l'a inventé. D'ailleurs qu'on s'est amusé autour de la table et on l'a écrit Mmh. ensemble, quoi. Mmh. Et donc à partir de ce moment-là, ben, les gens se sentent concernés, impliqués, ok. En plus, on s'amuse, ça c'est vachement important. Combien d'entreprises où tu vois les gens ils font la gueule, quoi. Ah, c'est sûr. Hein. Et je veux dire, à part dormir, le travail, c'est ce qu'on fait le plus dans la journée, quoi. Donc, autant s'amuser. Et donc, nous, on l'a fait en s'amusant. Et je dois avouer que à chaque fois que j'ai adopté un management où on s'amuse, c'est incroyable ce qui ressort, quoi. Et puis sortir de cette fameuse salle rectangulaire blanche sans aucune âme, et puis les sortir à l'extérieur, les faire marcher, se connecter à la nature, etc. C'est génial, quoi. C'est marrant parce que tu disais, en tout début d'épisode que tu as eu un parcours académique, alors tu as dit catastrophique, je crois. J'allais dire chaotique, mais et aujourd'hui, ce qui t'anime le plus, c'est, enfin, en tout cas, ce qui en ressort là, c'est que tu transmets, que tu formes et donc comme quoi, tu vois, on peut, ne pas être très à l'aise sur les bancs de l'école et pourtant, être beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de transmettre, précisément parce que tu as peut-être eu cette expérience de, bah, moi, être assis, à regarder un tableau, pendant des heures, ça ne me parle pas et former, en demandant aux gens de rester assis et de pas participer, ça te parle pas non plus, quoi. C'est-à-dire que du coup, forcément, ton expérience, te permet de prendre ce recul-là et d'impliquer beaucoup plus, les parties prenantes, que ce soit des étudiants, en tourisme dont tu parlais tout à l'heure ou des professionnels, puisque il y a les 2, tu formes les 2. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, par exemple, le mot formation, je l'utilise de moins en moins. Je suis OK, pas un formateur, je suis plutôt un facilitateur, un OK. animateur. Et je trouve, et je me dirige de plus en plus sur la facilitation d'ateliers qui font réfléchir. C'est-à-dire, c'est pas Mmh. moi qui viens avec les solutions. C'est vraiment le groupe qui vient avec les solutions. C'est lui qui est force de proposition. Et s'il vient avec ses propositions et que ses propositions sont prises en compte, etc., eh bien, elles ont des chances de réussir et de vivre. Tu vois, et c'est ça le plus important. OK. Voilà. Intéressant et donc du coup, en tant que facilitateur, qu'est-ce que tu as comme, comme outil ou qu'est-ce que toi tu utilises comme outil, pour, justement, emmener, bah, les personnes que tu accompagnes, je vais pas dire que tu formes, du coup moi aussi je vais changer de langage, vers plus de sens et puis qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que on sait ce que ça apporte, c'est-à-dire qu'on a bien compris que le fait d'engager tous les salariés, une entreprise dans sa globalité, tous les acteurs, ça permet évidemment d'obtenir de meilleurs résultats, des gens motivés, le fait d'avoir envie de se lever tous les matins et d'aller au travail. C'est quoi les outils qui sont à disposition? Qu'est-ce que tu utilises toi comme canal ou comme canaux pour pouvoir faciliter ça?
Bah, dans la mesure du possible, déjà, j'essaye de faciliter ces ateliers en dehors d'une salle rectangulaire sans âme. Ok. Donc, j'essaye dans la mesure du possible de faire les ateliers en extérieur. Et si c'est pas possible, de voir s'il y a une possibilité durant la journée de sortir et d'aller marcher. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter en marchant. Eh bien, on casse cette posture de facilitateur et de participant, Mmh. etc. On est plus ou moins à égal. Et je trouve que ça, c'est très important. Ensuite, un truc que je faisais, moi, aux Maldives et que je fais pendant mes cours aussi, et il y a des étudiants qui ont été surpris au début, c'est que on va boire un café. Et là, donc, je les sors de la classe et je dis, allez, Ouais. venez, on va boire un café. Et je leur dis, bon, alors, comment ça va aujourd'hui? Et je me souviens la première fois que j'avais proposé ça et les étudiants, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est une plaisanterie. Ah ouais, une réaction assez vive du coup. Vous êtes pas sérieux? J'ai dit, si, 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 allez, venez. Et maintenant, les étudiants, ils disent, bon, on va boire un café. Donc, Mmh. voilà. Et pourquoi? Parce que l'objectif, c'est déjà de créer un environnement agréable, Mmh. informel, convivial. Je veux dire, pas, on est tous au même niveau, quoi. Comment ça va aujourd'hui? Euh, Accueillir l'autre. Tu vois, je veux dire, on est quand même dans des métiers d'hospitalité, d'accueil. Et je Ouais. pense que c'est important, c'est, ben voilà, au lieu de commencer tout de suite, bon, on parle boulot, bah, de commencer et puis de dire, bah, comment ça va aujourd'hui? Tu vois? Et donc ça, c'est important. Ensuite, un truc que j'ai fait dans certains ateliers que je trouvais assez intéressant, surtout quand il y avait des personnes qui venaient d'organisations différentes et qui pouvaient être parfois en conflit. Je demande aux gens de ne pas présenter leur organisation, mais de se présenter eux-mêmes. C'est-à-dire, je Mmh. m'appelle François, comme tu m'as demandé au début, etc. Qu'on se retrouve tous à niveau égal. Nous sommes tous des êtres humains avec des qualités, etc. Donc, c'est de trouver toujours ces moments-là qui décompressent. Tu vois, par exemple, il y a un autre truc aussi que je fais de temps en temps, c'est dessiner. On commence par dessiner. D'accord. C'est-à-dire sortir du mental ou redescendre vers le cœur. Mmh. C'est-à-dire que des fois, quand on va dans des ateliers ou quoi que ce soit, tu vois, on est très structuré et nos mots sont structurés par l'entreprise dans laquelle on travaille. Et bien là, c'est de jouer avec le dessin. C'est-à-dire que je commence par le dessin. Je me reconnecte à mes émotions, à mon enfant intérieur, etc. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver des portes d'entrée comme ça, assez sympathiques. D'ailleurs, il y a un concept que je développe qui s'appelle l'arbre de vie et qui OK. justement part d'abord de dessiner un arbre, son arbre, ok, et puis ensuite d'y poser des mots. Et cet arbre de vie, c'est marrant parce que moi, quand j'étais gamin, j'ai perdu mon chien. Et j'étais pas trop mauvais à l'époque à l'école, et j'ai perdu mon chien qui était mon grand compagnon, etc., la veille de la rentrée, dans Mmh. des conditions dramatiques, etc. Et donc, du jour au lendemain, je suis devenu d'un enfant agité, mais ça allait à l'école, à un rebelle qui s'amusait à l'école. Et mes parents étaient inquiets et ils comprenaient pas, et donc ils ont été voir plusieurs psychologues, et puis ça marchait pas. Et puis il y en a un, il m'a demandé de dessiner un arbre. D'accord. Et donc, j'ai dessiné cet arbre, et cet arbre, dans le tronc, il y avait une énorme branche coupée. Et le psychologue a dit, il s'est passé quelque chose dernièrement dans sa vie? Alors mes parents ils disent, bah non, pas vraiment. À part, il a perdu son chien, etc. Eh ben, cherchez pas à comprendre. Le Mmh. problème est là. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que 40 ans, 50 ans plus tard, je veux dire, ça ressort, et je utilise ça justement pour faire exprimer des choses qui sont importantes ou qu'on n'ose pas poser, etc. Et je trouve que c'est sympa. J'aime le dessin et moi, je me remets au dessin. Et ce qui est marrant, tu vois, la connexion avec le vivant, je me remets au dessin, chose que quand j'étais gamin, je voulais être dessinateur de bande dessinée, enfin, etc. Il y a plein de choses. J'ai l'impression que je suis en train de faire la boucle. Ouais, tu boucles et puis d'ailleurs, tu pars de la forêt et tu es revenu à la forêt puisque tu Ouais. as quand même énormément voyagé. J'imagine qu'elle t'a un peu manqué ou peut-être que tu en avais pas conscience, à ce moment-là. Mais effectivement, ça ressemble bien à une boucle. Ouais, 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 c'est sympa, ouais. Ouais, ouais, c'est sympa. Et donc,
ces ateliers dont tu parles, donc là tu parlais de l'arbre de vie, il y a la raison d'être des entreprises aussi. Ouais, tout à C'est ça? fait. C'est comment Ouais. fédérer vraiment l'ensemble de ces parties prenantes autour d'un projet porteur de sens. Et quand je dis un projet porteur de sens, c'est vraiment euh, à quelle cause l'entreprise répond. Et Mmh. quand je dis qu'elle répond à une cause, donc c'est de sortir du schéma vraiment de linéaire dans lequel on a été tous formés et Mmh. d'aller au-delà d'une entreprise de production ou de service qui vend des produits, etc. Mais d'aller vers quelque chose qui donne envie et qui répond à une cause. Et c'est pour ça que bah, c'est important d'impliquer toutes ces parties prenantes. Et deux, c'est de répondre à la question pourquoi nous faisons ce que nous faisons, mais pas vis-à-vis seulement de nous, mais vis-à-vis aussi de nos bénéficiaires. Mmh. Et là, c'est vraiment de se poser des questions. En réalité, c'est pourquoi je produis ça et qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin, quelles sont leurs attentes, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des attentes qui sont de plus en plus liées à l'écologie, à la préservation de la nature, etc. Et donc, les entreprises du tourisme, comme toutes les autres, doivent se poser la question, c'est comment on s'implique. Et ça va au-delà de retirer les bouteilles en plastique dans les hôtels ou quoi que ce soit. C'est Mmh. vraiment avoir une réflexion en profondeur. C'est vraiment aller chahuter certaines croyances, etc. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est l'opportunité d'ouvrir de nouveaux axes d'activités auxquelles on n'aurait pas pensé. Moi, j'avais Ouais. travaillé sur un projet ici où bah, on s'était ouvert sur comment un projet hôtelier et à la fin de la journée, on disait bah c'est pas un projet hôtelier, c'est pas un hôtel, c'est un lieu, une destination où on vit la qualité de vie du village. Mmh. Et donc ça veut dire que comment on s'imprègne des locaux, quelle dynamique on met en place, etc. Et quelle relation on a aussi avec nos salariés, parce que il y a ça aussi qui rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur le client, mais on a tendance aussi à oublier des fois nos salariés, c'est-à-dire que ou à focaliser sur l'environnement, tu vois. Donc on dit bah voilà, je suis engagé, je suis dans le tourisme durable, etc. parce que je fais telle et telle chose pour l'environnement, super. Mais au niveau salarié, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? Au niveau social, sociétal, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça fait réfléchir, c'est bien. Oui, parce qu'on sait que le durable, ça a plusieurs composantes, hein. Ça en a 3 principales et ces salariés et les populations locales, en font partie de cette notion de tourisme durable. C'est pas simplement la nature ou l'environnement tel qu'on peut l'entendre comme ça, de manière classique. Donc c'est important d'impliquer toutes les parties prenantes. Et d'ailleurs, ça permet effectivement d'ouvrir et peut-être, alors pour reprendre un mot qu'on entend souvent en ce moment dans le secteur du tourisme, c'est l'hybridation, c'est-à-dire de penser les lieux un petit peu différemment, de penser les activités un peu différemment et sortir du schéma classique. Mais pour ça, il faut quand même se poser pas mal de questions et cheminer, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en un jour et peut-être plus difficilement effectivement sans accompagnement parce que il y a beaucoup de parties prenantes et il y a beaucoup de questions à se poser. Donc c'est sûr que des ateliers dans ce sens-là, ça ne peut être que bénéfique. Ouais, et puis c'est pas juste je pense qu'il faut aussi s'autoriser à prendre le temps. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, voilà, j'ai une formation, une demi-journée, ça y est, C'est ça. l'affaire est réglée. Non. Ouais. Il faut prendre le temps parce que, tu sais, c'est un peu comme les saisons. Je veux dire, on a 4 saisons dans notre pays. Je veux dire, en hiver, la végétation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se repose. Mm. OK? Le printemps, eh ben, ça y est, elle revit, etc. L'été, elle vit. Et l'automne, elle se prépare à se mettre en hibernation. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que nous, on est dans on fait tout sauf ça. C'est-à-dire qu'on est à Ah fond oui. les gamelles tout le temps. Ouais. On suit pas du tout. C'est vrai que on devrait pouvoir suivre le rythme un petit peu plus des saisons et de la nature. D'ailleurs, on le voit bien qu'en hiver, on a quand même plus envie d'être chez soi, cocooning, on est plus fatigué qu'au printemps où on a une énergie beaucoup plus vive.
et envie de sortir et d'être en terrasse pour ceux qui habitent à Paris ou en Ouais. ville. Mais c'est vrai que on le voit, c'est quand même perceptible, hein, même si on ne le respecte pas et qu'on ne suit pas les saisons, on arrive quand même à apercevoir les changements d'énergie, je trouve. Là, dernièrement, j'accompagnais un codir d'une organisation et j'avais le chef, le responsable de ce codir qui me disait je suis épuisé. Et j'ai dit Mmh. tu commences juste l'année et tu reviens de vacances. Il me dit je suis épuisé. Et je lui dis mais tu travailles quand? Et il me dit bah le jour et puis le soir. Donc le soir je rentre, je m'occupe de ma famille. Une fois que les enfants sont couchés, bah, je vais bosser et je fais des emails quoi. Et il fait ça toute l'année. Et ce qui est intéressant avec ce garçon, c'est que c'est un garçon super positif, super dynamique, etc. Mais on sent que la fatigue s'installe, tu vois. Et il ne prend pas le temps de se ressourcer, de se régénérer. Ou le temps qu'il prend, il ne le donne pas, il ne prend pas du temps pour soi. Et c'est ça Mmh. qui est important, tu vois. Et aujourd'hui, pour des questions de performance et de productivité, eh bien, on fait des marathons tous les jours. Donc, qu'on ne soit pas surpris si on tombe malade. Parce Mmh. qu'à la fin de la journée, nous sommes que des êtres humains et que notre capacité physique, musculaire, etc., a des limites. Ouais, bien sûr. Et c'est la même chose pour les organisations finalement, parce qu'elles sont composées d'humains. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que les organisations, elles doivent s'occuper de l'épanouissement de leurs équipes. Moi, j'ai rencontré une organisation que je trouve qui est fantastique et qui, elle, dit, bah voilà, nous, on va pas faire des formations pour vous. On va pas vous proposer des formations. C'est vous qui allez nous proposer les formations que vous avez besoin. Et donc, il y a des employés qui sont venus, ils disent, bah, moi, je voudrais de la formation sur de la méditation. Alors, ils demandent pourquoi. Ben voilà, moi, par rapport à mon boulot, ben, j'ai des moments de stress, etc., et que j'ai du mal à gérer. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées? Et donc, d'aller vers des formations qui sortent de l'ordinaire et qui permettent d'avoir un impact sur la personne dans son quotidien, à la maison, Mmh. comme au travail. Pas que des formations sur des logiciels, quoi. Exactement, tu vois. Et Mmh. puis, il faut appuyer sur tel bouton, etc. Et quand le gars est parti, on se souvient plus ce qu'il a dit. Non. Généralement, c'est vrai que ça se passe un peu comme ça. Bah, les formations obligatoires, quand on comprend pas pourquoi elles sont imposées, déjà, c'est problématique. C'est-à-dire que former, c'est bien, ou bénéficier d'ateliers de facilitation, c'est bien aussi. Mais il faut comprendre et être investi, c'est toujours pareil. C'est comme à l'école, hein, finalement. Tu C'est sais, comme à j'ai l'école. mon jeune fils, et j'ai l'impression que c'est l'effet miroir. Il me dit, papa, avec maman, vous me dites que j'ai du potentiel, etc. Je peux faire mieux. Mais je m'embête, moi, à l'école. Je dis, ah Mmh. bon, pourquoi? Bah, être assis toute la journée à écouter un pingouin qui parle. Moi, j'ai besoin de bouger. Mmh. Et je trouve que sa réflexion, elle est tout à fait pertinente, quoi. Je veux dire, c'est pas évident de rester assis 8 heures par jour. Ah non, non, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Même adulte, hein. Enfin, donc, quand on est enfant ou ado, c'est encore pire. Parce que le besoin de se dépenser est encore plus présent. Ça, c'est sûr. Et du coup, cette transmission que tu proposes par atelier, euh, est-ce que c'est pas un peu l'objectif du podcast à la base? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup parlé du podcast. Et à la base, Mhm. si les auditeurs sont là, c'est parce qu'ils écoutent Expérientiel. Expérientiel est arrivé comment dans ta vie? Donc je comprends qu'il y a eu le déclic Covid. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, aujourd'hui, c'est ce média-là dont je vais me servir, dont j'ai besoin pour transmettre peut-être au plus grand nombre ou voilà, qu'est-ce qui t'a animé à démarrer ce podcast? Pourquoi avoir choisi le podcast en particulier? À quoi sert le podcast pour toi en fait aujourd'hui? Bon, bah déjà, l'idée du podcast, c'était ma coach qui m'avait dit, qui m'avait posé 5 questions, qui m'avait dit pourquoi j'avais quitté l'hôtellerie, pourquoi j'avais étudié les nouveaux modèles économiques durables, pourquoi j'avais étudié l'intelligence collective, quel était mon constat par rapport au tourisme aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire. Donc ça, c'était Ok. 5 questions importantes. Et en réfléchissant à ces questions, bah, je suis revenu au laboratoire marin, c'est-à-dire trouver un véhicule qui permet de transmettre et d'avoir un impact sur les personnes Ok. sans leur dire
quoi faire, mais où chacun peut prendre ce qui le touche et le faire à sa sauce. Ok. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment je suis venu au podcast? Moi, quand j'ai commencé avec mon téléphone à faire des interviews vidéo, tu vois, avec des copains. Et puis justement, c'est toujours ma coach qui m'a envoyé un message en me disant, t'as entendu parler des podcasts? Et donc j'ai été un vendredi soir regarder comment ça marchait et le lundi, je sortais mon premier podcast parce que Ah je ouais, trouvais... Ah ouais, ouais, ça a été vachement rapide. ok. Parce que je trouvais que c'était intéressant, c'était facile d'usage Mm. et c'était facile d'usage pour moi, mais aussi pour les auditeurs. C'est-à-dire que Mm. c'est quelque chose, je me suis mis à la place des auditeurs. Je me suis dit, dans les embouteillages, dans le métro, dans le train ou quoi que ce soit, ça peut être sympa à écouter que de se mettre devant une vidéo où on a besoin de son ordinateur, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, ouais, comme tu l'as dit, c'est plus de 180 épisodes, je crois. Ouais, c'est énorme. Euh, c'est énorme. C'est peut-être beaucoup trop par moment parce que les gens n'ont pas toujours la capacité de suivre. Donc c'est pour ça qu'on a réduit. Mais de cette expérience est née l'envie aussi de dire, bah attends, si ça marche pour moi, pourquoi ça marcherait pas pour d'autres personnes, Mhm. pour communiquer et transmettre. Mais dans quel objectif? Eh bien, rester dans l'éco-responsabilité. C'est justement, il y a des entreprises, moi je m'en rends compte, il y a des entreprises qui font des choses fantastiques, qui s'engagent, qui ne communiquent pas forcément dessus, et que peut-être l'opportunité du podcast est un moyen de communication pour eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui écoutent des podcasts qui regardent les réseaux sociaux. Donc, le Ok. podcast a vraiment le vent en poupe, tu vois. Oui. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute un podcast, eh bien, il y a une analyse qui dit, une étude qui dit qu'il y a 74% des gens qui vont changer leur perception par rapport à une marque. Et tu vois, ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas cette marque, je l'écoute, et c'est là où je vais ressentir ou pas la sincérité de la marque et si ça Mm. m'intéresse et si ça me parle ou pas. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, l'autre opportunité, c'est que le podcast, c'est un autre moyen de communication qui va au-delà de vendre du produit, mais de partager ses valeurs, ses Mm. engagements, ses actions. Et puis, c'est pas juste de faire des interviews comme on fait tous les deux de façon régulière, mais c'est aussi l'opportunité d'impliquer ses salariés, Ouais. d'impliquer ses clients, tu On y vois. revient. On y revient. Ouais. Donc ça, c'est génial, c'est l'opportunité de les valoriser, chacun à leur manière. Et puis la dernière chose qui est géniale, quand même, moi, ce que je me rends compte, c'est que le podcast, c'est pas éphémère. C'est Alors vrai. qu'un post sur un réseau social, eh bien, tu le postes 24 heures plus tard, il a perdu de sa puissance. Et là, je vois, par exemple, qu'il y a des gens qui écoutent encore des podcasts, le premier podcast ou le deuxième podcast qui a été publié il y a 4 ans. Tu peux piocher à l'infini dans l'existant. Et puis tu peux aller quand même, je pense, aussi beaucoup plus en profondeur. C'est-à-dire que un post, c'est, alors je suis pas experte en réseaux sociaux, mais il y a des caractères, quoi. T'es limité. Donc là, t'es un petit peu limité par le temps parce qu'un podcast de 2 heures, bah, tout le monde n'a pas le temps d'écouter. Et encore, ça dépend du format et ça dépend de la discussion. Moi, ça m'arrive d'écouter des podcasts d'1h45, 2 heures quand les conversations m'intéressent, les sujets m'intéressent. Donc on peut aller beaucoup plus loin et je pense qu'on peut aussi beaucoup plus ressentir ou non la sincérité dont tu parlais tout à l'heure aussi des personnes qu'on écoute. C'est-à-dire que le format est quand même beaucoup plus personnel que quelques lignes sur un post Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok ou que sais-je, quoi. Tout à fait. Tu sais, un des podcasts les plus populaires français, c'est Do It Yourself. Mm. La moyenne de durée de ces podcasts, 2 heures et demie. Ouais, c'est énorme. OK? Et c'est un des plus populaires. Donc, je veux dire, tout dépend quel est le sujet, comment il est traité, etc. Tu vois? Mm. Mais je trouve que c'est quelque chose, c'est un outil valorisant. Moi, je vois mon épouse, des fois, elle cuisine, elle se met des podcasts, Pareil. tu Mm. vois? Donc, c'est facile d'usage. Et puis, ça change de la radio, tu vas vers des thématiques qui t'intéressent. Non, c'est vraiment un média très important. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que on parle de médias, les médias sont en pleine évolution.
tu regardes quand même tout ce qui est médias traditionnels est en perte de vitesse. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux dire, moi, j'aurais jamais pensé que j'allais créer un média podcast. Mmh. Je veux dire, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, mais c'est pas possible, quoi, tu vois. Alors que je me souviens, quand j'étais plus jeune, je veux dire, j'avais été dans une radio locale ou quoi que ce soit, j'avais trouvé ça super cool, quoi. Donc, Forcément. tu vois, euh, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment excitant, quoi. C'est sympa. Et puis, il n'y a plus de filtre. Ce que je veux Ouais. dire par là, c'est que quand tu passes par d'autres médias pour pouvoir communiquer ton message, il y a toujours quelque chose d'assez structuré ou quoi que ce soit. Là, tu peux le faire à ta manière, Mmh. selon ton identité, selon qui tu es. Donc, c'est beaucoup plus authentique. C'est ce que tu toi, c'est ce que tu proposes du coup de mettre en place un podcast? Ouais, cette année, j'ai lancé justement la production de podcasts éco-actifs, éco-responsables, en Ouais. marque blanche pour les organisations, pour pouvoir justement communiquer sur, comme je disais tout à l'heure, les actions, les engagements, et puis les questions qui se posent aussi, et puis les recherches qu'ils font, etc. Et Mmh. je trouve que c'est important, et donc moi j'essaye de les accompagner à valoriser ce message et à valoriser ce que leurs équipes aussi, parce que c'est eux qui font vivre ça et quelles sont les difficultés. C'est intéressant de comprendre un peu quelles sont les difficultés et comment on essaye de résoudre ça et quelle est la réflexion derrière ça, etc. Oui, donc on n'est pas sur de la simple, entre guillemets, «production de podcast». C'est-à-dire que, c'est pas juste l'outil que tu mets à disposition, c'est la réflexion aussi, qui doit être menée et un accompagnement sur, les questions qui se posent, à quoi ce podcast doit répondre, qu'est-ce qu'il peut mettre en avant et cetera. Ben, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est quelle est l'intention et quel est le sens qu'on veut donner à ce podcast. Ouais, 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 mais on revient aux mêmes notions, hein, en fait, hein, depuis le début, sur toutes tes activités. Parce que quand même, encore une fois, on va pas résumer, mais tu as beaucoup de casquettes, mais finalement, il y a une grande cohérence. Parce que c'est de la facilitation, alors on dit pas formation, mais de la facilitation, d'ateliers, d'animation d'ateliers, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels, sur la raison d'être, sur le management aussi, beaucoup, si je comprends bien. Hem et finalement, bah, l'atelier est un moyen d'y parvenir. Le podcast en est un autre. Tout à fait, tout à fait. Et puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est que je veux surtout pas me limiter au monde du tourisme. Ouais, OK, OK. Tu viens, mais tu veux pas t'y limiter. Ouais, c'est-à-dire que je veux voir aussi ce qui se passe en dehors du monde du tourisme. Mmh. C'est-à-dire que chaque secteur d'activité a des particularités, etc. Moi, ce que je me suis rendu compte à travers mon expérience, c'est, par exemple, une entreprise, que ce soit du tourisme ou autre chose, il y a des problématiques similaires qui se regroupent. Ok. Et donc, l'objectif, c'est d'apprendre un peu de voir ce qui se fait aussi en dehors de notre activité. C'est de Ouais, s'ouvrir les chakras, d'aller en mode explorateur, etc. Moi, je voudrais savoir, par exemple, j'adorerais avoir un client dans le bâtiment éco-responsable, justement pour apprendre, parce que le bâtiment est lié au tourisme aussi, tu vois. J'adorerais, par exemple, dans l'alimentaire et dans l'alimentaire industriel, pour voir un peu ce qui se fait, parce que c'est facile de critiquer, mais ça serait intéressant de comprendre aussi quelles démarches ils mettent en place, etc. Donc, c'est vraiment aller explorer, être curieux et puis apprendre en même temps et de se dire, bah, qu'est-ce que moi je pourrais intégrer dans mon mode de fonctionnement que j'ai appris chez eux. ouais, c'est ça, comprendre leurs contraintes, comprendre ce qui est mis en place, les questions qui se posent et toujours rester curieux, rester ouvert. Et on revient aussi à expérientiel, le tourisme positif, c'est-à-dire que on retrouve là la volonté de ne pas juger, de rester, positif justement, d'aller dans le bon sens, ensemble, d'apprendre, de se nourrir, les uns et des autres, sans se dire, «Je détiens la vérité, j'ai raison, il faut faire de telle ou telle manière et c'est la seule manière d'avancer». C'est un petit peu, ce qui revient depuis le premier jour d'expérientiel.
Tout à fait. Et puis tu regardes, par exemple, nous, notre rendez-vous sur le juridique, je veux dire, il y a plein d'inconnus, etc. Mais justement, allons vers l'inconnu, Mmh. ok. Essayons de comprendre, au lieu de juger en disant, ouais, cette loi va nous embêter, c'est une contrainte ou quoi que ce soit. Mais justement, allons explorer et imaginons justement ce qu'on peut apprendre et ce qu'on peut faire et quels sont les avantages. Donc, Mmh. c'est vraiment d'aller vers un dialogue constructif, tu François vois. Huet, l'explorateur. Ça m'aurait plu, tu vois. Ça Pas m'aurait plu. seulement Et parce qu'il a j'espère. voyagé aux 4 coins du monde, mais on peut explorer depuis la France les organisations, les motivations de chacun, chacune. Rester curieux, rester ouvert et positif, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est la clé. Parce qu'on a plein de raisons pour être négatif et pessimiste. Mm, Donc, si on veut garder une certaine joie de vivre ou quoi que ce soit, essayons de focaliser sur la coopération, le positif, le constructif, le dialogue, l'échange, la compréhension de l'autre. mm. Sortons du jugement, etc. Euh, ouais, ouvrons-nous au monde. Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est un joli mot de la fin. Ouvrons-nous au monde. Ouais, 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 ouais. Et puis j'ai passé vraiment un super moment avec toi. Mais Tu moi vois, aussi, j'ai appris plein de choses. j'avais l'impression que j'étais assis à côté de toi sur ton sofa et qu'on était en train de boire un café tous les deux. Voilà. C'est pas loin d'être vrai quand même, hein. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, François, de nous avoir livré comme ça ton expérience et puis tout ce qui t'anime depuis un certain temps maintenant et particulièrement aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Merci. Au revoir. Au Nous revoir. espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.